Donc on se trouve à l'étape des esquisses, des esquisses préparatoires. Et puis là, la commande, c'est une ambiance florale, décorative. Donc on s'inspire soit de photographie ou bien quand on est dans la bonne saison, on aurait les vraies fleurs. Donc on pourrait aussi s'inspirer directement d'après la nature. Et puis là, justement, on essaye plusieurs options. On a une mesure qui est donnée, donc on travaille avec ça. Puis là, on essaye d'intégrer dans la composition déjà toutes les contraintes techniques, c'est-à-dire les couleurs, donc les différentes couleurs, vert, rose, blanc, et puis c'est-à-dire aussi tout le sertissage de plomb. Donc ça c'est donc on est parti de là. Et on fait une maquette à l'échelle 1/2, et puis c'est ce qu'on va montrer en fait à la personne qui nous demande le projet. Voilà, donc là évidemment on a déjà un petit peu choisi les couleurs, et puis on met la maquette au propre. Voilà. On est 1/2, ouais, exactement. Donc après, on va passer à l'agrandissement. Ça, c'est vraiment la dernière étape avant de vraiment passer à l'atelier et puis de toucher les matières. Mais à ce moment-là, tout est déjà de nouveau pensé, mais un petit peu plus loin. Donc on voit là le travail d'esquisse encore une fois. Et puis là, ces lignes-là représentent les plombs, les verts de couleur. Et puis là, justement, un peu le détail des fleurs qu'on a déjà esquissées sur les premiers éléments. Voilà. Donc après, encore une fois, on fait encore beaucoup à la main. On pourrait le faire aussi de manière numérique, mais voilà, il y a un processus qui est intéressant. En mélangeant la couleur, en la préparant, il se passe quand même quelque chose. Ce n'est pas une action mécanique, c'est une action qui est en fait sensible. On doit avoir la bonne température de couleur, la bonne dilution, et puis on est en constante, je dirais, réflexion, quoi. Donc c'est à mon sens, enfin, c'est une réflexion plus, un processus plus organique. Après, voilà. Donc là, on est parti sur un système de couleurs en fait très simple. Souvent, la simplicité, c'est quelque chose qui marche bien en vitrail. Les verts de couleur, c'est pas une gamme infinie. Donc on sait que par exemple, on a un certain nombre de rouges qui n'est pas illimité. Donc on sait déjà à ce moment-là qu'on va utiliser un rouge dans une gamme d'une dizaine de rouges. Il faut qu'on soit dans la réalité de la fabrication, quoi. Il faut qu'on sache qu'on va utiliser, enfin qu'on va travailler avec des couleurs qui existent. Voilà, toutes les couleurs n'existent pas en vitrail. Voilà. Voilà. Et puis après, on peut effectivement foncer tout ce qui est plomb. Ça, on peut le faire au crayon gris ou au marqueur. Ça dépend du rendu qu'on veut aussi exécuter, quoi. Voilà. Là, je suis en train de dessiner en fait ce qui sera la peinture sur verre. C'est-à-dire c'est des rehauts en fait sur le verre de couleur. Donc pour ça, on va couper une pièce de verre, et puis tout le détail des pétales, eh bien on va le peindre. C'est vrai qu'une étape importante, c'est la manière dont on découpe les verres. Et puis là, effectivement, on a deux contraintes. Il y a la contrainte esthétique, forcément, qui est liée au sujet, aux figures, au décor, ou même si c'est dans un langage non figuratif, ça revient au même. Et puis après, ça doit être coordonné avec les possibilités purement techniques de découpe du verre. On ne peut pas découper n'importe quelle forme dans n'importe quel verre. Après, il y a toujours des limites qu'on essaye de dépasser. Donc là, sur le dessin ici en particulier, donc c'est cette triple ligne en fait
qui exprime les découpes, donc une pièce de verre, une pièce de verre, une pièce de verre. Et puis à l'intérieur justement de ces pièces de verre, eh bien, on peut effectuer un supplément de décor sous forme de rehaut, de peinture sur verre, pour préciser la forme de la fleur. Voilà. Donc ça permet d'atteindre un niveau de détail plus élevé. Si on devait découper toutes les pétales, les faire en verre avec des morceaux de verre, ça serait très complexe. Donc là, on prend un morceau de verre et puis on fait le serti avec la peinture. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est parfait. Voilà, donc là on a l'étape précédente qui est aboutie, quoi. Donc la maquette à l'échelle 1/2. Donc les traits noirs expriment les profilés de plomb, donc le sertissage. Et puis ici on a une pièce rose avec une partie jaune, une pièce blanche avec une partie jaune, et puis des traits qui donnent un détail plus précis. Et puis là, on va passer à l'agrandissement. On fait un agrandissement au carré, donc à l'ancienne. Et puis là, cet agrandissement, en fait, il concerne pour le moment uniquement le tracé du plomb, c'est-à-dire le sertissage, la séparation entre chaque pièce de verre. Donc, voilà. Donc, c'est toutes des opérations, évidemment, qu'on pourrait faire à la machine, par exemple. Hein. Mais on maîtrise beaucoup mieux la qualité de la ligne quand on le fait à la main que si on est suppléé par une machine. Parce que peut-être que là, on a déjà peut-être des choses qui ne sont pas encore abouties. Quand on agrandit, ce n'est plus le même geste. Hein. Donc là, ça nous permet vraiment d'être en phase avec le changement d'échelle. Donc effectivement, la première étape, c'est de nouveau un trait d'esquisse, hein, de toute façon. Et petit à petit, ce trait d'esquisse, en fait, on va le préciser jusqu'à avoir une ligne qui soit une ligne claire, la plus nette possible. Donc avoir in fine, cette qualité de ligne ici, quoi. Il peut y avoir, s'il y a un petit défaut à petite échelle, voilà, pour le dire autrement, eh bien, dès qu'on l'agrandit, eh bien, ce défaut va prendre peut-être va devenir une disproportion. Donc là, c'est pour ça que le travail manuel à ce moment-là de dessin, il est important parce qu'il nous permet d'avoir justement d'être confronté à ces éventuels défauts de proportion. Voilà, d'avoir toujours un petit peu la maîtrise de ce qu'on fait. Voilà. Et après, c'est vrai que là, il y a un élément qui est important aussi, c'est que cette ligne, en fait, elle représente le plomb. Donc, en fait, ce qu'on dessine, c'est du plomb. Donc, la technique de mise en plomb demande aussi d'être un petit peu anticipée. Donc, on règle aussi ces aspects techniques à ce moment-là. L'étape suivante, en fait, c'est quand on a terminé ce... Je vais quand même aller au bout ici, quoi. Donc là, après, on va faire une numérotation. Voilà, donc on a un travail avec 14 pièces de verre. Et puis maintenant, on va choisir les couleurs donc, sur cette base-là. Okay. Et pour cela, on a l'état de ce qu'on a à l'atelier, hein, l'état du stock. Et puis, ben voilà, par exemple, là, on voit qu'on a 2 verres. Eh bien, on va commencer à choisir dans cette gamme de verres. Donc, on a souvent une idée dans la tête avant de démarrer, mais après, il faut qu'on confronte effectivement les choses à la réalité de la lumière. Voilà, donc on essaie toujours de commencer par un choix un peu large.
Là, on va travailler particulièrement, on a aussi décidé de partir avec des verres un peu texturés, c'est des verres qui sont imprimés, qui donnent une qualité de diffusion de la lumière assez intéressante. Et puis à ce moment-là, une fois qu'on a fait un choix, c'est déjà un choix assez restreint, mais l'idée c'est qu'on se déplace à la fenêtre, voilà, pour le confronter ce choix à la lumière naturelle. Donc voilà le verre opalescent, et puis maintenant la gamme de verres dans une qualité imprimée. On va partir avec quelque chose d'assez proche de cet imprimé-là, donc on va sortir celui-ci qui est un peu jaune, un peu olive comme ça, celui-ci qui est un peu clair, et puis on décide de retenir ça. Après, il y a toujours certaines fois des hésitations, mais là on a une structure qui est un petit peu plus tranquille. Voilà, donc ça c'est notre gamme de verres. Donc le rouge on a déjà écarté, et puis enfin le rouge foncé, et puis là les deux sont très proches. On va garder celui-là, voilà. Et puis là, c'est celui-ci qui vient assez naturellement parce qu'il est à peu près sur la même hauteur dans la valeur. Celui-ci est peut-être un peu clair. Donc là, on a un travail avec 5 verres différents. Et puis là, on doit indiquer sur le carton du tracé quelles sont les couleurs. Donc là, on établit un code couleur. Donc là, on va décider que les pièces qui sont colorées de cette manière-là, il s'agit du verre TK 328, XX. Voilà, chaque verre a une numérotation, quoi. Donc un petit carré blanc. Et puis là, on a le 1064 U normal. Voilà. Comme on l'a vu, on a fait cette numérotation, donc on a 14 pièces de verre dans ce vitrail, et puis on a indiqué également la coloration avec le type de verre qu'on va utiliser, donc chaque couleur a une référence, et puis là on indique aussi les mesures. Il y a plusieurs types de mesures, une mesure bord de verre, les mesures finales, donc ça c'est des indications techniques qu'on pose sur le carton, et puis après on fait une transposition du carton vers un papier transparent, un papier calque. On reproduit le dessin fidèlement avec la numérotation. Et puis, ce qu'on a en plus là, c'est le dessin de détail des pétales des fleurs. Voilà. Parce qu'on s'en servira tout à l'heure sur une table rétroéclairée pour peindre justement le cœur, les pétales et des détails qui ne sont pas liés à la découpe du verre. Donc on a terminé le tracé, et puis ce carton, en fait, on va le découper pour en extraire des chablons. Donc on commence par découper le cadre, simplement au cutter. Voilà. Là, on va garder précieusement le code couleur et puis les mesures. Et puis là, on va utiliser un outil qui est très particulier. C'est une paire de ciseaux à 3 lames. Voilà. Et puis quand on découpe quelque chose avec une paire de ciseaux à 3 lames, eh bien, on extrait en fait une petite languette de papier. Voilà, ça veut dire que cette languette de papier, elle va correspondre en fait à l'intercalaire du profilet de plomb qui sera entre 2 morceaux de verre. Ok ? Donc concrètement, quand je découpe les gabarits comme ceci, donc je suis les lignes. Donc il y a toujours cette petite languette qui sort, et puis voilà. Donc, ça, c'est ce qui va nous servir à découper les morceaux de verre. Là, j'enlève ça pour pas avoir de confusion. Et puis là, en fait, je poursuis
Donc ça, c'est le calibrage en fait, hein. Donc là, on a préparé donc les chablons, on a choisi les couleurs et puis on est devant les casiers du stock de verre, donc avec le nuancier qu'on a choisi. Et puis là, on va s'occuper de sortir les feuilles de verre qui vont nous permettre de débiter la quantité suffisante pour réaliser le vitrail. Donc ça, c'est l'étape où on va chercher le verre dans les casiers. Donc là, je vais commencer par sortir le rouge, le 1001. Voilà, donc il s'agit de verre soufflé en fait. Celui-ci en l'occurrence vient d'Allemagne, on a aussi un fournisseur français. Et ça c'est le format tel qu'il nous est livré, c'est-à-dire que ça fait en gros 90 sur 60 cm, donc un peu plus d'un demi-mètre carré. Puis voilà, c'est des techniques artisanales de fabrication du verre plat qui sont très anciennes, mais qui nous procurent un produit de qualité vraiment extraordinaire, quoi, une limpidité, une texture qui est toujours magnifique. Voilà, donc c'est en soi un savoir-faire exceptionnel dont on profite encore pleinement actuellement. Oui, alors après c'est clair qu'on essaye d'éviter de devoir aller chercher la pièce centrale, parce qu'une plaque comme ça vaut 250 francs, quoi. Cette plaque-là, voire entre 250 et 300. Donc on essaie de ne pas avoir de caprice. Voilà. Et puis ce qu'il y a aussi, le nuancier, en fait, il est extrait de feuilles de verre. Et puis, suivant où est pris le nuancier, en général, c'est sur les bords de feuilles, eh bien, le verre est un petit peu plus foncé qu'au centre des feuilles. Donc, voilà. Puis après, il y a aussi la fabrication, hein. C'est une fabrication qui reste quand même, dans les grandes lignes, très artisanale. Donc, la nuance précise, des fois, elle peut varier, quoi. On a terminé le découpage des gabarits, donc le travail sur papier est fini à ce stade. Et puis là, on va à l'aide d'une feuille de verre qu'on a choisie, découper les formes en verre. On a choisi d'utiliser ce verre pour ces 4 parties, donc qui correspondent à ce qu'on a sur la maquette. Et puis maintenant, on va faire une première coupe grossière de débitage. Voilà. Au niveau de la coupe du verre, le principe il est assez simple en fait. On raye le verre et puis cette rayure en fait elle provoque une tension à l'intérieur de la masse du verre et puis ça permet de le détacher. Alors là on va utiliser un diamant. Chiro va utiliser un diamant. Donc alors certainement on détache avec la pince quand on a moins de prise avec les mains. Évidemment que la précision est de rigueur. Voilà, puis quand il y a des petites bavures, eh bien, on a une autre pince qui permet de grignoter en fait ces bavures. On appelle une pince à gruger. À l'époque médiévale, on coupait grâce à des chocs thermiques en fait. On chauffait le verre l'idée c'est toujours de provoquer une tension à l'intérieur du verre. Donc on peut la provoquer soit par un choc thermique, donc ce qui était le cas avant, soit par justement une pierre dure, quelque chose qui soit plus dur que le verre, donc qui puisse rayer le verre et qui crée un stress en fait à l'intérieur du verre. Puis ce stress permet de déclencher en fait, d'affaiblir et de déclencher la coupe. Voilà. Et puis là, Chiro particulièrement coupe avec un vrai diamant, qu'on peut peut-être voir en gros plan à un moment donné pour voir vraiment la graine du diamant. Voilà. Voilà, ainsi de suite.
On est toujours accompagné du projet hein, qui nous suit du début à la fin de la réalisation. Donc on a vu la coupe tout à l'heure, le début de la coupe, et ici on a terminé la coupe du verre. Donc chaque chablon a été découpé dans les verres qui ont été pré-choisis. Et puis là, on va passer maintenant au traitement de surface, c'est-à-dire au détail du décor, des pétales et du cœur. Donc là, on est à l'étape des traitements de surface. On voit qu'on a découpé cette pièce, hein, qui est une pièce entièrement rose à la base. Et puis on va obtenir une partie jaune. Pour ça, c'est-à-dire d'avoir deux couleurs sur une même pièce de verre, on a la possibilité d'utiliser des verres qui sont plaqués, c'est-à-dire qui ont une partie massive qui est incolore, et puis une fine couche rose. Et puis l'idée, c'est de recouvrir en fait la pièce avec du scotch transparent, du vinyle. Ensuite, de découper cette partie du centre. Voilà. Le jet de sable va manger en fait la partie rose et va libérer en fait une partie incolore. Cette partie incolore, ensuite, elle sera chargée dans un deuxième temps d'une coloration jaune. Voilà, donc c'est une technique que les vitraillistes, les peintres verriers utilisent depuis le XIVe siècle. Et voilà, là on a déjà procédé à cette opération sur cette pièce-ci. Donc là on voit l'effet du jet de sable, c'est-à-dire que la pièce était entièrement rouge. Et puis ensuite on a dégagé cette partie-là. Et puis après on va pouvoir appliquer le jaune à cet endroit-là. Donc là on a vu qu'on a fait toute la coupe du verre, donc on est à ce stade-là du travail. On a travaillé aussi au jet de sable pour libérer les parties incolores sur des verres plaqués pour pouvoir introduire le jaune. Et puis maintenant l'étape de peinture sur verre, ça va consister justement à poser ce jaune, cette couleur jaune, et puis à poser aussi tout le noir en fait qui va cerner les pétales. Donc pour ça on va utiliser deux produits différents. On va commencer par ce qu'on appelle du jaune d'argent. C'est un produit à base de chlorure d'argent. C'est un mélange de chlorure d'argent et de terre d'ocre qui a déjà été qui a subi une cuisson. C'est un produit qu'on prépare nous-mêmes ici à l'atelier selon une recette ancestrale. Et puis c'est quelque chose qu'on prépare à l'eau déminéralisée simplement. C'est une technique qui a commencé à être utilisée dans le vitrail à partir du XIVe siècle, du début du XIVe siècle, et puis qui a permis une espèce de, on peut dire, une forme de révolution dans la peinture sur verre, parce qu'elle permet en fait, ça a l'air quelque chose de tout simple, mais d'avoir deux couleurs sur la même pièce de verre. Puis le processus en fait, c'est que donc on a ce mélange de terre d'ocre et puis d'argent, qui a peu d'argent, beaucoup d'ocre. En fait, l'ocre permet de transporter l'argent simplement, quoi. C'est un véhicule qu'on mélange avec de l'eau déminéralisée. Et après, donc, on va l'appliquer sur le verre. Et puis, on va l'exposer à la chaleur, aux alentours de 650 degrés. Et puis, à cette température, l'argent va agir sur le verre et puis transformer les couches superficielles du verre pour les jaunir. Donc on aura une couleur jaune lumineuse qui peut aller d'un jaune, presque d'un jaune citron jusqu'à un jaune très boisé, très, très orangé. Donc voilà, donc ça permet justement, en utilisant la technique de jet de sable ou de gravure à l'acide, là qu'on n'a pas vu mais qui est le même principe,
d'avoir cette couleur jaune. Voilà, c'est quelque chose ensuite qui a été très utilisé à la Renaissance et puis jusqu'à maintenant, quoi. Voilà. Après, peut-être un mot sur les pinceaux aussi. Vous verrez dans tous les ateliers de vitrail les mêmes pinceaux. On a des pinceaux pour le trait. C'est des pinceaux en poil de martre. Ensuite, on a des pinceaux pour étendre la peinture, hein, qui sont des blaireaux, petits blaireaux éventail et puis grands blaireaux. Donc ça permet vraiment d'étaler la peinture. Et puis on a des pinceaux simplement en petit gris, des pinceaux généralement pour l'aquarelle, qui eux sont destinés à simplement à appliquer avant d'étendre. Donc là, ce que je vais faire maintenant, donc j'ai préparé ce jaune d'argent avec de l'eau. Là, la consistance va être assez lourde en fait. Il y a très peu d'argent dans beaucoup d'ocre, donc ça doit être bien mélangé pour qu'on soit sûr que l'effet recherché se produise. Voilà. Donc là, je vais commencer, enfin je prends la pièce rose là, comme exemple, et puis là, je vais travailler sur la face externe, hein. Donc c'est la face qui est supposée être à l'extérieur de la maison, voilà, voilà, le revers. Et puis ici, donc je vais prendre, pour ça, vu que c'est une petite surface, je peux utiliser un pinceau à trait. Chloé, vous pouvez me passer le pchit pchit, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Voilà, là je vais juste mouiller le pinceau pour qu'il soit déjà un petit peu humide pour que la prise se fasse mieux. Voilà. Et puis là, je vais simplement remplir cet espace de jaune, enfin de ce mélange. Je ne suis pas obligé d'avoir un état de surface qui soit parfait. Là, il me manque un peu d'eau. Voilà. Donc ça, on doit bien le laisser sécher. Alors si j'ai un petit peu de débordement, si je ne suis pas vraiment content de ma forme, je peux simplement laisser sécher. Et puis après, à l'aide simplement de la hampe de pinceau, j'enlève le surplus, quoi. Le processus, c'est qu'on passe ça au four à 650 degrés. Hein, c'est une cuisson contrôlée, donc qui monte jusqu'à 650 degrés, mais après qui, au moment de la descente en température, donc subit un refroidissement qui est progressif, avec des paliers de refroidissement pour annuler les tensions. Et puis après, une fois qu'on peut défourner, c'est-à-dire à peu près à température ambiante, eh bien, on va enlever la peinture. Il n'y a pas de vitrification, on enlève la peinture, et puis on s'apercevra qu'en fait, le verre a été coloré en jaune à cet endroit précis, quoi. Voilà, donc c'est là qu'on retrouve notre calque, hein, dont on parlait tout à l'heure. Vous vous rappelez de ça? Le dessin sur calque. Là, on a le modèle, et puis là, je vais travailler avec un autre produit qui s'appelle de la grisaille. Et c'est la peinture sur verre qui est utilisée depuis plus de 1000 ans pour décorer les vitraux. Donc c'est avec ça qu'on peut faire des chevelures aux personnages, on peut faire des décors de végétaux, ou on peut aller un petit peu plus loin justement dans l'aspect détaillé du dessin, quoi. Si on n'avait que le plomb pour illustrer les choses, on serait à un niveau assez grossier, et puis on n'aurait jamais de caractère particulier sur des personnages, par exemple. Donc là, le principe de base, il est le même au départ. Ici, on a un produit qui est un mélange d'oxyde métallique. Il y a une partie qui est un colorant.
un pigment, donc c'est des mélanges d'oxydes de toute façon. Quoi. Ici, ça peut être de l'oxyde de fer, de l'oxyde de cuivre, du cobalt, toutes sortes de choses. Et puis ensuite, on a le mélange avec un fondant. Et dans ce fondant, on a de l'oxyde de plomb et de la silice, entre autres. Et puis le fait de chauffer ce produit aux alentours de 650 degrés, eh bien, ça va faire que le fondant va fondre, va emprisonner le pigment sur la surface du verre, et puis à 650 degrés, le verre ramollit aussi. Donc il y a vraiment c'est pas une fusion tout à fait, mais une adhérence optimale de la peinture sur le verre, donc de par l'action du fondant et du ramollissement du verre support. Est-ce que c'est compréhensible? Donc là, je vais reprendre un pinceau pour le trait, donc voilà. Et puis l'application, voilà. Et puis là, je vais peut-être m'enlever, parce que c'est plus simple aussi. Là, toutes les parties noires, je vais les remplir. Donc là, en fait, je fais le trait noir, en fait. Hein. Voilà. Et puis, je fais le remplissage. Pour justement délimiter la forme des pétales. Hein. Voilà. En fait, après ces peintures, on va les laisser sécher. Là, de nouveau, si on n'est pas content avant la cuisson, eh bien, on peut toujours retravailler le trait, okay, parce qu'il n'y a pas les peintures ne sont pas fixées. Et puis ensuite, on peut les introduire au four et puis les chauffer à 650 degrés. Et puis là, on va avoir justement une vitrification. C'est le phénomène dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que il va y avoir ça va fondre, schmelzen, j'ai appris ça ce week-end en fait. Ça va fondre sur le verre et puis ça va adhérer. Donc ce n'est pas le même principe que ce qu'on a vu tout à l'heure avec le jaune d'argent, où on a simplement le contact de la matière avec de la peinture avec le verre exposé à la chaleur. Après on enlève la peinture. Mais l'effet se produit. Tandis que là, l'effet, il est produit par l'adhérence de la peinture sur le verre. OK? Donc, on va passer à la suite. Donc là, c'est l'opération suite à la peinture sur verre. Donc, les pièces ont été chauffées dans ce four à gaz à 650 degrés. Et puis là, ça a été refroidi. Et puis, on va constater le résultat. Donc là, on a juste cuit 2 pièces. Donc on retrouve la partie qui a été exposée à l'argent et puis l'autre où on a posé la grisaille au trait. Donc là, on constate que la grisaille au trait, eh bien, elle est fixée, elle a été vitrifiée. Et puis, ce qu'on évoquait tout à l'heure, avec le jaune d'argent, oula, vous voyez, là, j'enlève le mélange d'ocre et d'argent, et puis la pièce est devenue jaune. Voilà, miracle. La coupe a été faite, les traitements de surface ont été exécutés, on va passer à la mise en plomb. Le plomb qu'on utilise a cette forme, c'est un H couché, avec au centre une âme, et puis des ailes qui forment une chambre qui peut accueillir le verre. Voilà, là aussi, le processus est très très ancien, donc il a plus de 1000 ans. Et à part simplement à dire qu'à l'époque médiévale, les profilés étaient étaient beaucoup plus grossiers, que ce qu'on a actuellement. Ici, je vais utiliser 2 types de plombs différents, un plomb de 8 mm de large pour l'entourage, et puis un plomb de 6 mm de large pour le dessin intérieur. Et puis peut-être que vous vous souvenez qu'au moment, le fameux ciseau à 3 lames, en fait la chute qu'on avait à ce moment-là, la partie qu'on enlève, ça correspond à la largeur de lame du plomb.
Voilà, pour faire un petit retour en arrière. On fait la mise en place du travail. On a des règles de montage en chaîne qui sont biseautées, donc qui nous servent de cadre, et biseautées pour accueillir justement les profilés de plomb. Voilà, donc là, on les installe sur la table. Voilà. Le cadre de départ est préparé. Et puis là, donc on a du plomb. Les longueurs de profilés sorties de caisse en fait font 2 mètres. Là, on a déjà un morceau qui va nous permettre de faire les 2 premiers côtés. Alors, quelque chose aussi d'intéressant par rapport au plomb, et pourquoi c'est un matériau qui est fort utile pour le sertissage des pièces de verre, c'est que c'est un matériau qui est extrêmement mou, donc qui peut vraiment se couper facilement, sans beaucoup d'effort, donc on n'a pas besoin de le scier, il se coupe avec des lames suffisamment bien affûtées. Et puis, ben voilà, comme il est mou, en fait, il se met en forme relativement facilement. Au niveau du plomb, c'est du plomb qui est à peu près pur, il y a un tout petit pourcentage d'étain et d'antimoine qui le rendent justement pas trop mou, parce que s'il était trop mou, ben voilà, il se déformerait encore plus facilement. Voilà, donc là, j'ai mes 2 barres de plomb de démarrage. Il y a une chose que j'ai oublié de faire, c'est d'écarter à l'aide de cet outil les ailes du plomb. Donc là, le processus est le suivant. Donc là, j'introduis le plomb dans la règle. Et puis ensuite, je l'engage un petit peu entre les 2 règles. Je cale le travail avec un petit taquet en bois. Et puis, c'est clou. Voilà. Là, on prend du plomb un petit peu plus large parce que c'est le plomb de bord aussi, quoi. Voilà. Maintenant, au niveau de l'assemblage, en fait, les plombs doivent rentrer les uns dans les autres. Donc, comme ils font la même hauteur, on a besoin d'écraser un tout petit peu le morceau qui doit rentrer dans l'autre, comme ceci. Voilà. Ok, comme ça, on a les choses qui sont vraiment bien embouties. Et puis là, je réinstalle la même chose au niveau du calage. Le calage est très important. Et puis ensuite, on peut démarrer la mise en plomb. Donc là, on glisse les morceaux de verre dans le plomb. On les ajuste. On les cale à nouveau. Donc à nouveau écarté. C'est à chaque fois les mêmes opérations. Voilà, c'est chaque fois la même opération d'emboutissage du plomb de l'un dans l'autre.
et puis ensuite on développe le travail jusqu'au bout. Oui, alors on a un peu avancé avec la mise en plomb, et là on arrive gentiment à la fin. Le calage est toujours hyper important. Et maintenant, je vais enlever tout ce qui dépasse. Voilà. Voilà, donc là on arrive au bout du sertissage. Voilà. Maintenant il me reste à mettre les parties gauche et droite. Donc là j'écrase chaque fois les têtes de plomb, parce qu'après je dois, avec le plomb de bord, passer par-dessus. Voilà. Donc là, je libère les pièces pour pouvoir passer le plomb. Non, c'est toujours un moment un petit peu, enfin, un moment où il faut être attentif à ne pas démonter le travail. Voilà. Et puis là, je viens voilà. Voilà. Ça, c'est une étape. Là, je vais fermer le plomb. On l'a ouvert, maintenant je vais le rabattre un petit peu, hein, l'aplatir plutôt. Un rabat-plomb. Mais non, mais ça, c'est un plioir en fait pour la reliure. Mais nous, on l'utilise pour rabattre les plombs. Voilà. Maintenant, l'opération suivante, on va faire de la brasure. Et puis pour ça, on a besoin d'un décapant qui s'appelle de l'oléine, qu'on va poser en fait sur tous les points où les plombs se rejoignent. Donc là, la brasure, en fait, on l'a fait avec un alliage. C'est un alliage d'étain et de plomb, 60% de plomb, 40% d'étain. Et puis on va faire fondre
l'alliage ben voilà, partout où les plombs se rejoignent. Donc nous on travaille avec un tout petit fer, on peut aussi travailler avec des fers qui sont plus puissants, mais celui-ci il est très, comment dire, polyvalent, donc très léger. On a terminé la soudure, on voit que tous les points ont été faits, et puis on peut libérer le travail des planches. Voilà, le travail est maintenant, les pièces de verre sont solidarisées. On peut enlever les petits bouts qui dépassent. Voilà. Et bien après on le retourne. Et puis on reprend l'opération de rabattage et de soudure. Voilà. Sauf que on ne le fait pas tout à fait à l'identique, on ne soude pas le plomb de bord. Le fait de ne pas souder des deux côtés, ça permet, le cas échéant, de démonter plus facilement en chauffant d'un seul côté. On fabrique en fait un mastic. C'est un mastic, bon là le pot il est sérieusement encombré, mais c'est un mastic à l'huile de lin. Voilà. Et puis il est sous cette forme en fait. Voilà. Puis cette pâte en fait, on va la prendre. Et puis, on va en fait la glisser soigneusement. Ça, quelle est l'utilité de faire ça? Bah, l'utiliser, c'est un jointoiement. Ça, c'est la première chose. Après, après c'est une colle aussi. Hein. Au bout de quelques semaines, tout ça sèche. Et puis, ça colle le mastic, enfin le verre au plomb. Et puis, comme ça durcit, c'est aussi quelque chose qui permet de rigidifier le vitrail. Là-dedans, il y a de l'huile de lin, il y a un agent séchant, du cicatif de cobalt. Et puis, on a également, donc ça c'est pour la partie liquide, et puis ensuite on a de la craie, carbonate de calcium, et puis du noir de vigne comme pigment. Donc ça donne une espèce de pâte à crêpes. Voilà. Donc là, on doit bien frotter pour que le mastic passe sous les ailes de plomb, ok. Mais là, je ne vais pas le faire jusqu'au bout, ok. Dernière étape, c'est ça. Et là, en fait, on frotte. Et ça, c'est quoi alors? C'est de la sciure. Tout simplement. Tout simplement, ouais. Et là, on frotte pour enlever le surplus, d'abord sur les plombs. Bon, le mastic, bon, là il y a un peu de relief, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas traîner non plus avec le nettoyage. Après, on le finit à la brosse aussi. Mais voilà, donc avec ça, on enlève le surplus. C'est un côté abrasif et puis ça enlève toutes les matières grasses en fait. Parce que tout à l'heure, le décapant qu'on a mis, l'oléine, c'est des matières grasses, ça a les traces de doigts. Et puis là, ça permet vraiment d'aller jusqu'au bout d'un rendu de nettoyage efficace. Voilà, déjà une bonne partie qui est partie. Après, la partie la plus embêtante ici, c'est là où il y a le relief. On aurait pu protéger le travail avec un peu de vinyle, mais là, si on agit assez rapidement, après, je reviens avec une brosse, et puis ça part à ce moment-là relativement bien. On peut le finir avec une brosse. On peut aussi le finir avec un tout petit peu de craie à la fin pour voilà, que ça sèche un petit peu plus vite. Et puis on le fait évidemment des deux côtés. À la fin, on a ça. Ça, c'est le travail final qu'on peut aller voir à la fenêtre si vous voulez.
Donc on s'aperçoit qu'il y a, voilà, là on a la version papier, puis là on a la version vraiment lyrique, musicale, lumineuse, voilà. Donc au début on doit faire comprendre que ça va devenir ça, avec tous les moyens possibles qu'on a, avec les échantillonnages et des choses comme ça. Donc là on retrouve tous les éléments, les verts de couleur, les verts texturés, le jaune d'argent, la peinture pour faire le trait des pétales, donc à la grisaille. Là, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, il y a encore ces petits traits ici qui sont à l'émail, qui sont une autre forme de peinture vitrifiable plus transparente. Et puis le tracé de plomb qui est fidèle à ce qu'on avait proposé au niveau de la maquette. Et voilà.